C'est un ailier, il sait un petit peu tout faire. Il est pas flashy, mais il est polyvalent. Harrison Ingram, joueur en NCAA à Stanford, est 16e du Big Board envergure, force, faiblesse, projection en NBA, le tout en 30 minutes. C'est maintenant. 3 experts donc pour parler Harrison Ingram. Alan, bonsoir. Bonjour, je sais pas qui. Bonjour, bonsoir. Hugues, bonjour. Salut à tous. Et Julien, bonjour. Bonjour, salut les gars. Julien, on rappelle notre spécialiste côte ouest pour la NCAA. On vous rappelle aussi le format. D'abord, on va faire une carte d'identité du joueur, son histoire, son corps, ses qualités basket. Et puis ensuite, on va poser certaines questions autour de son avenir, de sa projection en NBA. On commence par l'histoire, le parcours. Et c'est Hugues qui s'en occupe. Hugues, on t'écoute. Yes, écoutez, Harrison Ingram, joueur qu'on suit depuis un bout de temps maintenant, qu'on a pu voir il n'y a pas très longtemps, il a fait l'U19, où il a malheureusement gagné la médaille d'or contre notre équipe de France adorée, tenue par Victor Wembanyama, entre autres en finale, où il avait un rôle assez important sur les ailes, mais c'est un joueur qui est coté depuis plusieurs années dans l'état du Texas. Il a été recruté par plusieurs gros programmes. On pense à Baylor, on pense à North Carolina, on pense à Kansas, etc. Mais lui, ayant des résultats académiques assez intéressants, a pu s'engager avec Stanford, qui on le sait est un programme donc de high major, de la Pac-12, dont s'occupe Julien, la Conference of Champions comme on l'appelle, et il a les standards académiques pour les rejoindre. Donc il s'est engagé avec eux, et on en parlera après au niveau de son jeu. Sinon, au niveau de la famille, il a un grand frère qui joue aussi à l'université au basket, alors en 3e division, donc normalement pour lui c'est pas la NBA, sauf s'il nous fait une Duncan Robinson, et ce serait assez surprenant. Et chez les parents, on a des gens assez aisés. Le papa est propriétaire de plusieurs McDo, si j'ai bien compris. Alors Okay. donc voilà, un mec investisseur, la maman aussi du coup, et c'est tout naturellement qu'il a été nommé du coup All McDonald's American, vu que bon, les parents ont un peu sponsorisé le projet, j'ai l'impression. Mais sinon, le joueur est un bon basketteur, et il n'y a pas que la famille qui fait, il n'y a pas que le chèque qui fait qu'il a pu être nommé. Très bien, tout ça est complet. Joueur donc de Stanford cette année. Effectivement, Stanford qui est autant sur le plan académique que sur le plan sportif, une des toutes meilleures facs de toutes les États-Unis. On va parler du physique d'Harrison Ingram, donc qui est plutôt un ailier. Mais à quoi il ressemble ? Est-ce qu'il sait faire la roue ? Quelles sont ses mensurations, ses qualités, ses défauts physiques ? C'est Julien qui nous en parle. Alors, je sais pas si c'est faire la roue, mais c'est un beau bébé, quoi. C'est un ailier, donc de plus de 2 mètres. Il doit approcher les 2 mètres 1, 2 mètres 3. Il fait, les mensurations que j'ai, c'est qu'il fait 104 kilos. Grande envergure de plus de 2 mètres 10, je crois, autour de 2 mètres 10. C'est un corps très épais. Il est très costaud des jambes, très costaud du haut du corps aussi, gros biceps, gros pectoraux. Apparemment, il a... Oui, dis-moi. Tu veux dire qu'il a pas 1 gramme de graisse ? Pas mal. Allez, je retourne me coucher. Donc assez costaud, puissant. Alors, ce qui frappe quand on le voit jouer, c'est qu'il manque de jump, en fait. Il manque de pop. Même si c'est un joueur qui est puissant, qui se déplace assez vite, qui a une grande envergure, donc on va en parler sûrement en défense, qui est capable de couvrir une grande surface. Par contre, dès qu'il y a des mouvements plus verticaux, c'est pas plus compliqué, c'est qu'il saute pas, quoi. Ni pour son shoot. Alors j'exagère, hein. Bien sûr qu'il saute, il est capable de dunker, mais c'est pas sa qualité première, quoi. Le vertical, c'est pas trop son truc. Voilà. Par contre, c'est un gros ailier, assez délié, qui est capable de bien gérer son corps dans pas mal de situations. Voilà. Et on peut dire qu'il a plutôt du style aussi, physiquement. Moi, je le trouve qu'il est stylé. Au U19, je le trouvais stylé avec ses petites tresses et tout. Là. Ah oui, au niveau du style de cheveux, ouais. Là, il a une coupe plus classique en ce moment. Ouais, effectivement.
Qu'est-ce qu'on achète chez Harrison Ingram si on se met dans la peau d'un GM NBA? Qu'est-ce qu'on draft? Pourquoi on en parle comme d'un joueur potentiellement drafté, Alan? On achète un ailier qui peut passer, shooter, dribbler moyennement plus, avec une marge de progression sur certains de ces aspects-là, notamment le tir. On achète un joueur qui fait 2 mètres, qui a un niveau de playmaking très solide pour sa taille, qui est très intelligent, qui fait peu d'erreurs défensivement. Donc un joueur qui, je pense, est insérable dans pas mal de rotations, a pas besoin de toujours du ballon pour vivre, était pas dans le meilleur contexte à Stanford pour se mettre en avant, mais qui peut, comme on l'a vu parfois au U19, comme le disait Hugues, être dans ce rôle plus loin du ballon, défendre, mettre des tirs en catch and shoot. Et je pense avec quand même une marge de progression. C'est un 2002, il a 19 ans. Alors physiquement, il est plutôt fini. Je pense pas qu'il va encore grandir, qu'il peut encore se développer. Mais dans son jeu et dans d'autres aspects, il y a de la maturation encore à voir. Donc c'est ça qui est intéressant. Effectivement. Donc voilà, la carte d'identité de Harrison Ingram. Est-il un mélange d'Harrison Barnes et Brandon Ingram? Non, du coup. On a un peu des éléments de réponse là-dessus. Il sera choisi moins haut que ces deux-là. Mais quand même, nous, on l'a 16e. Il est 56e chez ESPN. Il est 40e chez The Athletic. Donc, chez nous, 16e. Il n'y a que Hugues qui l'a finalement hors de son top 30. Hugues, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, on a dit, et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, bon partout, excellent nulle part. Et je vais poser une question un peu provoque, et je vais donner une réponse rapidement. C'est il sert à quoi sur un terrain d'attaque, Harrison Ingram? En premières années en tout cas. Est-ce qu'il peut jouer? Parce que on va développer, mais c'est pas un finisseur près du panier. Julien il a dit, c'est pas un gros athlète, c'est pas un tireur pour l'instant. C'est un passeur correct, mais qui a pas un bon premier pas. C'est pas un dribble extraordinaire. Donc globalement, pour moi, ce qu'il sait faire en attaque, il pourra pas le faire en NBA, et il peut pas jouer loin du ballon, donc il sert à rien. Et du coup, une équipe le ferait pas ou peut jouer. Il faudrait un vrai bon contexte pour lui, style OKC avec André Robertson à l'époque. Et on voit que même pour un mec qui était plus athlétique comme Isaac Okoro, qu'on aimait tous ici, Isaac Okoro aujourd'hui en NBA, malheureusement, il a un rôle qui peut ressembler à celui d'Ingram et il joue très très peu. Et on parle d'un 4e choix pour lequel une équipe avait mis beaucoup de valeur. Donc voilà, moi très inquiet pour ça, et que s'il n'y a pas le bon contexte, je le vois pas se développer. Alan secouait la tête. Ah, mais ça, c'est parce que toi, tu penses que toutes les équipes veulent gagner des matchs, ce qui est pas le cas en fait. Toutes les équipes veulent pas gagner des matchs, toutes les équipes veulent pas jouer le titre. Il y a des équipes qui font des tentatives et même qui sont prêtes à mettre des joueurs négatifs sur le terrain. Même dans les premières années NBA, ça les dérange pas si 2, 3, voire 4 ans après, elles ont le résultat de ça. Harrison Ingram est bien moins prêt que des joueurs de 21, 22, 23 ans, mais il en a que 19. Et je trouve que l'âge, c'est un argument qui est important quand on draft, notamment au premier tour, parce que Harrison Ingram, on le draft si on le draft au premier tour, c'est 4 ans, plus potentiellement une année supplémentaire. Alors oui, si t'es Phoenix, des fois tu fais des bêtises en deuxième année, mais tu peux récupérer quand même c'est très très rare. Je pense que ça peut être un investissement cette draft, un très solide top 5-6, je trouve. Après, une deuxième partie de loterie où il y a des choix un peu différents. Je trouve que dès le choix 14-15, moi j'étais très haut sur lui au début. J'ai un petit peu revu à la baisse, je l'aurais pris je l'avais top 10 à un moment. Non, c'est pas un joueur du top 10, mais je trouve qu'en fait, déjà il est à l'aile, c'est la position la plus rare et là où on cherche le plus de joueurs en NBA. Tu l'as dit, il est bon nulle part, mais il a 19 ans. Dans un contexte pas bon, où on lui demandait sûrement trop en faire. Franchement, Stanford, autant je trouvais qu'il y a 2 ans, ils nous avaient un peu enchantés par leur jeu. Alors sur le contexte, on va peut-être laisser Julien en parler, parce que c'est lui qui a quand même poncé la Pac-12 cette année. Effectivement, comme Alan disait, Julien, en fait, Stanford avait pas de hype en tant qu'équipe, et du coup peut-être que ça a rejailli sur Harrison Ingram en tant que prospect. Est-ce que tu peux nous raconter le contexte de cette année à Stanford? Moi, je suis 100% d'accord avec Alan. Il y a 2 ans, on était excités de voir l'équipe se construire. Il y a eu des départs à la draft. L'année dernière, ça a été la cata au niveau blessure, Covid. Ça a été très très dur. Et voilà. Et cette année,
Ingram, il se retrouve dans une équipe où il n'y a pas de meneur, en fait. Enfin, il y a 2 arrières, shooters, qui sont plutôt shooters, mais qui sont pas organisateurs. Donc, il doit organiser tout le jeu offensif. Il est entouré de 2 ailiers qui jouent beaucoup, qui sont plutôt des finisseurs, des purs finisseurs, Delaire et, euh, et notre gars Spencer Jones. Euh, et puis il a à part Maxime Reynaud, mais qui a joué de moins en moins pendant l'année, il a un peu un bûcheron au poste 5 qui, voilà, donc le contexte a été contexte d'équipe très compliqué. Ça s'est jamais mis en route cette année, ça n'a pas cliqué. On lui a demandé beaucoup de choses, notamment au niveau défensif, tout en exigeant de lui de faire de gros efforts défensifs. Voilà. Après, moi je trouve qu'il y a quand même une évolution entre ce qu'on a vu même cette année là, entre ce qu'on a vu au U19 et la fin où ils tentent des pull-ups à 2 points, des choses comme ça. Il y en a qui rentrent, parce que c'est pas le tout de les tenter, il faut les rentrer. Voilà, même avec le fait qu'il décolle pas trop, c'est toujours un petit peu bizarre de le voir shooter, mais moi je pense que moi je suis dans ce cas-là, Hugues, moi je suis plutôt du côté d'Alan, où je me dis que une équipe qui croit en son shoot, au développement de son shoot, voilà, il y a quelque chose, parce qu'il va en avoir. Je pense de toute façon, il va être obligé de shooter mieux, ça c'est sûr. Et c'est un gars intelligent, comme tu l'as dit, il était recruté aussi par Harvard aussi, qui était dans le lot des programmes qui voulaient l'avoir. C'est un gars qui est intelligent, qui bosse, il progresse. Voilà. Après, il tient pas, même au niveau universitaire, il n'a pas tenu. Enfin, les derniers matchs du tournoi en Pac-12, là, c'était la cata, quoi. Au niveau offensif, c'était la cata. Et il a pas Un surnagé. peu comme pour Zaire Williams, hein. Un peu comme pour Zaire Williams l'année d'avant. Hein. Ouais, mais pour Zaire Williams, il y avait quand l'équipe était. Il est plus grand, Zaire Williams, déjà, non? Ouais, il joue bien cette année. Quand le 5 était présent, il a commencé vraiment à montrer. Mais il avait une équipe plus équilibrée aussi, je pense, l'année. Mais il y avait des John Davis aussi. Hein. Ouais. Voilà, c'est les contextes font que des fois, c'est pas simple pour certains joueurs de se mettre en avant, quoi. Alors là où Hugues a complètement raison, et peut-être sur d'autres points aussi, c'est que sans tir, il n'existera pas. Enfin, ça, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Et pour le moment, donc, je me suis procuré les statistiques. Vous pouvez aller aussi sur sa page sur notre site. Effectivement, 31% à 3 points. Avec une fréquence très correcte, 7% possession à peu près, c'est pas énorme mais c'est pas mal, sachant qu'il en shoot un quart en sortie de dribble, donc ça baisse un petit peu son efficacité, pas beaucoup mais un petit peu. 33% sur les jumpers à 2 points, c'est pas terrible, 66% au lancer franc, c'est pas terrible. Et près du cercle, c'est pareil, 51% et demi. Mais là, par contre, il s'en crée les 3 quarts et il a quand même réussi à avoir alors on parlera du fait de savoir accéder à la raquette plus tard, mais par rapport à ses qualités athlétiques, il provoque quand même des lancers francs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour sa projection. D'abord, on parle du shoot. Hugues, est-ce qu'il y a des choses mécaniquement qui t'inquiètent dans le shoot ou est-ce que c'est juste l'efficacité ? Qu'est-ce qui te fait penser que ça sera compliqué à développer ? Au niveau de son tir, oui, mécaniquement, c'est pas hyper académique, ça part de bas, c'est pas un geste hyper fluide. Moi, c'est plus le qui m'intéresse parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de mécanique en ce moment qui fonctionne, c'est la confiance qu'il a dans le tir. Ce qui est assez rassurant, c'est que je trouve qu'au fur et à mesure de la saison, les tirs, ils sont assez fluides. Il les prend pas trop en hésitation, etc. Donc ça peut se développer. Maintenant, les lancers francs, je vois un déficit. Pour moi, ce sera jamais un créateur de tir parce qu'on va parler du différent tir, mais de tir off the dribble, donc ça va vraiment du catch and shoot. S'il peut tourner à 35% catch and shoot, ok, ça me va, il pourra jouer. Mais il va falloir arriver là, et je suis pas convaincu, donc je préfère pas me mouiller dessus. Voilà. Alan, est-ce que tu as quelque chose à dire sur son tir est-ce que aussi tu as un exemple de joueur qui est arrivé à peu près avec ce profil-là en NBA et qui a réussi à se développer et à avoir du temps de jeu et à se retrouver à être on parle pas de toute façon d'un potentiel option 2-3 d'une équipe, mais voilà, d'un potentiel option 5-6 quoi. Ouais, de toute façon, acheter Harrison Ingram après la loterie ou en fin de loterie,
Ça veut pas dire qu'on envoie un de ces 3 meilleurs joueurs d'une équipe qui va au titre, hein. C'est voir en lui un joueur plutôt polyvalent, qui peut faire du 3-4. Moi, un exemple que j'ai, c'est Grant Williams. Mais c'est pas vraiment le même type de joueur parce que Grant Williams c'est plus grand, plus robuste, mais Grant Williams n'était pas un shooter incroyable à Tennessee, juste il est resté 3 ans à Tennessee. Donc oui, il avait des meilleurs pourcentages sur les dernières années, mais je trouve que dans ce côté un peu lent, robuste, under ça, parce que moi Ingram je pense au poste 4 en NBA. Donc je vois en lui potentiellement un joueur qui est plutôt intelligent, qui fait des bonnes passes. Ça peut peut-être être ce genre de joueur-là. C'est peut-être ce qui me plaît chez lui, vu que j'ai adoré Grant Williams au moment de la draft et que c'est aujourd'hui pour moi un des meilleurs role players d'une des meilleures équipes de NBA. Donc ça peut être le bon scénario entre guillemets. Après sur le tir, je me dis toujours que et quand on en parle avec des scouts professionnels, des coachs, c'est la chose la plus simple à travailler. Je préfère qu'il ait ça à travailler que le playmaking. Un joueur à 20% de passes décisives en tant que freshman dans une conférence du Power Six, qui n'est pas porteur de balle primaire, c'est super intéressant. Ingram faisait ça cette année. J'ai vu des belles lectures. Rien n'est hyper compliqué, mais il fait les choses bien. Et c'est ça que j'aime. J'avais une comparaison pas déconnante, qui était un autre Williams, mais qui s'appelle Kenrich. C'est un super joueur, celui qui joue au KC. Après, Kenrich Williams finissait beaucoup mieux près du cercle. Le mulet, comme on l'appelle. Julien, est-ce que tu valides ce que disait Hugues sur la confiance dans le tir? Est-ce que toi, mécaniquement, tu as vu des problèmes ou pas? Moi, je pense pas. Je pense pas. Ce qui est gênant, c'est le lancer franc, quoi. C'est souvent un truc qu'on regarde. Et il en a pas rentré trop. Il avait les mêmes pourcentages au U19, c'est pareil. Donc c'est vraiment quelque chose qui le suit, quoi. Donc voilà. Alan, après, ouais. Attends, il y a Alan qui lève la main, c'est rigolo. Ouais. Il y a l'image qui fait ça. Non, j'ai regardé sur Kenrich Williams, et en vrai, ils ont un peu le même corps, je trouve, épais, à la limite. Est-ce que tu es en train de me dire que c'était pertinent ce que j'ai dit, Alan? Non, mais à la limite du grassouillet, mais pas gras en fait. Genre, ouais, c'est ça. J'avais pas pensé à Kenrich Williams en fait, c'est pour ça. Et vu que j'aime beaucoup Kenrich Williams, je trouve ça hyper pertinent. Il est déçu de lui-même, en fait, messieurs, dames, tout simplement. J'aurais voulu trouver Kenrich Williams. Voilà. Kenrich Williams joue pour l'instant pas dans une équipe qui veut gagner des matchs, donc c'est assez difficile de le projeter dans une équipe de play-off, par exemple. Même si moi, je pense qu'il aurait un rôle à jouer sur, je sais pas, entre 10 et 15 minutes, peut-être. Mais, et le gars, là... je suis désolé, j'arrive pas à me rappeler son nom, qui jouait à Miami, ils l'ont fait jouer un ailier il a fini par jouer meneur et après ils l'ont abandonné, il a été envoyé à Memphis, je crois qu'il va à Memphis. On fait un Polton actuellement. Justice Winslow. Ouais. Ah, Justice Winslow. Tu vois, épais. Je sais pas. Ouais. Bon. Après, tu vois, c'est comme les deux Williams, tu regardes leurs stats, et ils ont fait 3 ans NCAA, donc ils ont fini meilleur shooter au moment de la draft qu'Harrison Ingram. Ingram, voilà, il fait qu'1 an, donc on va dire que c'est un mauvais shooter. S'il était resté peut-être 2 ans de plus, il aurait amélioré le tir. Dans 2 ans, on n'aurait pas dit que c'était pas un bon shooter, on aurait dit voilà, c'est vraiment un potentiel role player. Il décide d'y aller plutôt NBA et de travailler le tir dans le cadre professionnel, donc c'est différent. Il y a Tremon aussi qui a pas mal réussi comme ça sur une seconde partie de carrière, mais je pense qu'en fait on est globalement assez tous d'accord sur le même. Terrence Mann. Oui, je crois que je les confonds, excusez-moi. Terrence Mann, le mec de Florida State Clippers. Ouais, beaucoup plus athlétique, Terrence Mann, pour le coup. Mais dans le genre aussi qui a été ball handler et redécalé, qui a d'abord des missions défensives et qui a mis un peu de tir, notamment au playoff où il a fait le millefeu l'an dernier. Mais je pense qu'on est tous d'accord sur le même constat sur le fait que c'est un joueur qui va devoir développer son tir, qui effectivement a un apport pas positif au début sur le terrain. C'est juste qu'on n'accorde pas au début la même valeur. Dans mon optique, quand t'es en fin de premier tour, t'essayes de gagner des matchs, donc il pourra pas jouer, et j'ai peur d'un scénario, et je reviens souvent encore sur l'année, mais il y a Keon Johnson où tu joues pas en première année et t'as du mal à te développer et tout. Regarde, toutes les équipes en fin de premier tour, elles ont plus leur choix de draft. Hein.
Elles l'ont échangé. Cette année, ouais, peut-être qu'il y a le contexte. Alors ça, j'ai pas regardé, là, je te fais plus confiance que moi. Peut-être qu'une équipe pourrie comme OKC qui a 35 choix pourrait aller sur un Les mec Spurs comme ont ça. 3 choix. Plein d'équipes ont plusieurs choix. Et les équipes qui jouent le titre, elles échangent leur premier choix à la deadline ou pour récupérer des joueurs. Après, oui, t'as raison. S'il arrive dans un contexte qu'on ne fait pas jouer, il joue pas, on l'envoie en G-League sans un réel projet. Mais en même temps, bon, nous, c'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est plutôt de dire, voilà, Si ça se passe bien, ça peut être ça. Ouais. voilà, c'est ça. Mm-mm. Malheureusement. Julien, tu parlais, parce que ça peut aussi être une carte à jouer pour gratter des minutes en début de carrière. Tu parlais de son rôle défensif cette année. Tu disais qu'on lui en avait demandé quand même pas mal. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Il défendait sur quel type de profil et quelles étaient ses qualités particulières sur le système stanfordien? Il est polyvalent. Il est polyvalent, quoi. Il a défendu sur tout le monde. Il a défendu sur des meneurs, des arrières, des ailiers. Il commence les matchs sur un meneur, il finit sur le pivot. Voilà. Il est tellement costaud des jambes qu'il peut défendre des gars très puissants. Il est assez alors rapide, c'est un grand mot, quoi. Il est capable de se retrouver sur un terrain quand il est passé avec ses grands bras. Il reprend son joueur, donc il peut défendre des joueurs plus petits et à tous les niveaux de la compète. Hein, parce que j'ai revu le match de Baylor là cet après-midi. Akinjo, ouais, non mais Akinjo, il le passe pas, quoi. Tu vois. Donc Akinjo, Ouais, je dis pas que c'est non, le mais joueur c'est le plus intéressant rapide de la NCAA, mais je veux dire, Ouais. il arrive à couvrir du terrain, quoi. Et puis en plus, il a des mains, ça j'en ai pas parlé, il a des paluches énormes. Enfin, moi, Ah ouais. j'attends le combine là, pour savoir les mesures. Il a des mains énormes et il est capable de poser ses mains un peu partout. Il aide beaucoup Ah, et il est ça très explique attentif. peut-être le pourcentage au lancer franc. Je sais que les joueurs qui ont vraiment des grandes mains, ils généralement galèrent un petit peu avec l'adresse sur les, comment dire, quand il faut poser le truc et qu'ils sont pas forcément en rythme, quoi. Quand il faut poser la main, il faut bien s'appliquer. Euh, Intéressant ce que tu dis défensivement. Du coup, tu parlais de Akinjo. Sur les autres oppositions Pac-12, il a tenu des guards un peu explosifs. Alors comme ça, c'est une colle. Est-ce que je me rappelle de joueurs rapides en Pac-12 comme ça, des ailiers? Il faudrait que je me rappelle d'Arizona, peut-être. Ben, il avait tenu, il avait joué contre Mathurin au U19. Il avait défendu sur lui et Houston, les deux, qui portaient beaucoup de ballons au U19. Oui, parce Et qu'on l'a vu face ouais. à l'équipe du Canada, effectivement, U19. Ouais. Ouais, il est peu pris en défaut. Après, ce qu'on voit souvent, et ça arrive aussi contre Baylor, il défendait contre, comment il s'appelle leur ailier Brown, là, c'est ça? Kendall Brown. Kendall Brown. Et voilà, il se fait avoir parce qu'il aide beaucoup, il plonge beaucoup pour aider dans la raquette et il se fait avoir sur les 3 points. Mais ça, c'est assez classique finalement des joueurs jeunes qui veulent défendre beaucoup. Tu veux dire que Kendall Brown Donc, peut tirer? Juste il a au tiré, sol, hein. non, non, mais il a mis des shoots contre Stanford. Il s'est fait plaisir. Donc voilà, c'est, ouais, moi, il est polyvalent et très, moi je trouve, il faut quand même le placer, quoi. Il est très présent au rebond, défensif notamment. Il fait tout le temps des blockouts. C'est un gars très concentré, quoi. Et impliqué en défense donc par son coach et avec seulement 2 fautes sur 40 minutes, ce qui est quand même une très bonne performance. Très très bonne performance. On parle assez peu du nombre de fautes comme d'une stat. C'est plus vrai pour les intérieurs généralement parce qu'ils sont amenés à être là en deuxième rideau et à faire attention à bien placer leur corps, etc. Mais c'est quand même parlant pour un ailier comme Ingram, même s'il n'est pas un playmaker, il a un peu moins de 2% d'interception, donc c'est pas extraordinaire, et un peu moins de 1% de contre, donc c'est assez faible. Hugues, toi, tu as le souvenir de matchs où il a été plus en difficulté? Ouais, bah après, il n'y en a pas non plus énormément, mais il a été pris par des mecs comme Boogie Ellis, qui jouait l'an dernier du côté de Memphis, mais c'est un joueur qui va être plus en galère sur les changements de direction brute, mais on va pas lui demander de faire ça en NBA normalement. Donc il défendra pas des extérieurs NBA, il défendra des ailiers, il pourra switcher sur des situations loin du ballon et tout, et dans ce cas-là, il l'orientera latéralement, et ça, il le fait très bien. Donc ça me choque pas plus que ça me gêne pas, et c'est un très bon joueur d'aide défensive,
toujours bien placé, toujours bien en place, reprend rapidement derrière au niveau des tireurs, donne des bonnes aides au rebond des écrans retard, donc aucun problème du côté défensif de mon côté. Ok, il capte vite, ça c'est intéressant parce que tout le monde n'est pas prêt à ingérer un système NBA dans son... Surtout à 19 ans, c'est pas évident. Alan, tu penses que ça peut lui faire gagner des minutes, cette habileté défensive? Oui, clairement, je pense que c'est un joueur qui fait pas d'erreurs, peu d'erreurs, plus que le côté playmaking, dont il est pas vraiment un playmaker, c'est pas un preneur de risque, comme tu l'as dit, les stocks sont pas incroyables, donc les steals, les interceptions et les contres. Par contre, comme l'a dit Hugues, très bon défenseur d'aide, leader vocal, fait peu d'erreurs. Bah ça, c'est limite dans un début de carrière plus important que le côté playmaker d'un Tybalt ou d'un profil comme ça. On préfère un joueur qui saura se placer, qui sur une situation de switch va pas perdre son joueur, pourra communiquer, va pas être perdu qu'un joueur qui voilà serait peut-être un shutdown joueur sur le périmètre ou quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être un bon une bonne chose pour lui, et je pense aussi qu'il va très bien interviewer au combine et tout, parce que ça a l'air d'être un profil c'est important. hors terrain très très important. Ouais, c'est important. Donc on pense quand même dans l'ensemble qu'il est un petit peu sous-coté par ESPN et The Athletic. ESPN, j'étais quand même surpris. 56e, c'est vraiment bas, quoi. Derrière des joueurs, j'ai plus les noms, mais peut-être derrière des joueurs qui sont plus forts que lui aujourd'hui, mais en fait c'est toujours le débat des freshmen où tu les drafts, parce que moi je pense toujours qu'au fin de premier tour, j'aime bien prendre ce risque on a vu, et puis on voit des fois des freshmen qui sont capables de, même ils ont des soucis dans leur carrière NCAA, même s'ils arrivent dans des contextes où ils sont pas sûrs d'avoir du temps de jeu, tu peux quand même récupérer un peu de miettes et être bien développé. Donc. Derrière Oscar Tshiebwe. Bon. Ah non, mais ça, c'est pas normal, par exemple. Très honnêtement, c'est pas... J'aime bien Oscar Tshiebwe, hein. Pas de problème, mais c'est compliqué. Manu, est-ce que tu peux sortir et revenir quand je t'appelle, stop? C'est pour la vidéo. Merci. Est-ce que vous avez une comparaison pour le plafond d'Harrison Ingram, puisque on s'est projeté sur un scénario assez optimiste sans être très optimiste, mais parfois le très optimiste arrive. On a l'exemple en ce moment dans les playoffs NBA avec les Jordan Poole, Tyrese Maxey et compagnie qui brillent. Même si Tyrese Maxey, on le savait un peu. Sans fanfaronner. Est-ce que vous avez un scénario idéal? Je sais pas, il se développe. Il arrive, il se développe, il gratte des minutes, il défend. Il développe un handle. On n'a pas parlé de son handle. Est-ce qu'il est fonctionnel ou pas? En 2 mots, Hugues, je sais que tu aimes bien regarder ça. Il peut changer de main, donc c'est déjà pas mal. Il n'a pas un premier pas hyper explosif, il maîtrise pas trop. Il est assez épais, mais il surdomine pas en puissance. Mais sur du drive uniforme et capable quand même de créer un petit écart, et il passe très bien. Donc moi, ça me va pour du renversement, de la finition d'action et faire fonctionner une attaque, j'aime bien. Ok. Julien, est-ce que tu as un scénario idéal pour lui? Quel genre de joueur il peut devenir? Pas quel joueur avec les mêmes qualités, mais quel genre de joueur? Je sais pas. Anderson, à Memphis, je sais pas, parce qu'il est lent, tu vois. Moi, je pensais à lui parce qu'il était lent. Ok, à slow-mo, ok. Ouais, un mélange entre slow-mo et Jason Tate. Un slow-mo avec du shoot. Tu vois, voilà. Alan. Moi, je reste sur Grant Williams. Okay. Si ça marche, c'est Grant Williams voit des minutes en play-off dans une équipe qui joue le titre. Donc, c'est vrai. C'est vrai qu'il joue le titre? Je charrie. Au complet, oui. si Robert est là, oui. Si Robert est pas là, non. Faut toujours avoir son Robert. Hugues. Alors, de façon pour que je remonte un peu mon optimisme global, s'il y a un vrai tir qui se met en place, Otto Porter Jr. Mais avec un vrai tir qui se met en place. Ouais, ok.
Ok. Qui a un rôle quand même. Messieurs, je sonne la cloche. On a fini sur Harrison Ingram, sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Non. Question supplémentaire. La question bonus qui n'a rien à voir généralement avec le basketball, même si un petit peu. Harrison Ingram, j'ai tapé Harrison célèbre sur Google. J'ai trouvé évidemment plein de Harrison très intéressants, dont le premier civil à marcher sur la Lune, qui était 3e, je crois. Mais le premier étant Harrison Ford. Harrison Ford a joué 2 rôles iconiques, 3 rôles iconiques, mais 2 rôles qui se ressemblent un peu dans le caractère. Il a joué Han Solo, Indiana Jones. Et ce sont 2 personnes qui ont beaucoup de chance, qui sont un peu charmeurs et qui sont un peu meneurs d'hommes, mais qui font le bien quand même. Han Solo, il hésite un peu, mais à la fin quand même, il fait le bien. Qui est le Han Solo ou le Indiana Jones de cette draft? Voilà la question que je vous ai posée un peu à l'avance, mais pas beaucoup. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y penser. Vas-y, je me lance. Je vais peut-être le voler à Julien, donc je suis désolé. Moi, j'ai Dylan Terry, s'il va à la draft. Un peu le mec, le deuxième main, un peu insolent, un peu trasher, mais bon gars. Et en plus, pour envoyer des lobes en NBA, pour avoir des Skywalker à ses côtés. Parfait. Ok, pas mal. Dylan Terry, joueur d'Arizona. Il va peut-être pas partir à la draft d'ailleurs, puisqu'il n'a pas encore, à l'heure où on enregistre, déclaré sa candidature. Julien. J'avais pensé à Dylan Terry, mais pour le côté sale gosse, tu vois, de Han Solo. Mais sinon, j'ai pensé à AJ Griffin aussi parce qu'il est tout le temps, il a été blessé, tu vois, souvent. Et dans Indiana Jones, il se prend toujours des pelles, il est toujours à moitié cassé. Donc j'avais pensé à lui. Mais sinon, ce qui me paraissait évident, c'était Jaime. Donc on parlait quoi. Gosse, mais qui ne va pas à la draft du coup. Ouais. Voilà. Jaime Jaquez, effectivement un peu. En plus avec le côté aventurier qu'on imagine chez Jaime Jaquez, le joueur de UCLA, mais qui revient à UCLA, qui va jouer avec 2 freshmen très intéressants l'année prochaine, Amari Bailey, numéro 2 des lycéens qui arrivent en NCAA, et Adem Bona. Turco-nigérien. Turco-nigérien. Merci, Alan. Vas-y, donne-moi ton Han Solo de la draft. C'est Jean Montero. Côté aventurier, je vais découvrir des nouveaux horizons, des nouvelles ligues. Meneur d'hommes, c'est un peu un meneur d'hommes. Enfin, ouais, c'est vrai. Avec la République dominicaine en U16. Là, Overtime Elite, c'est un peu le leader de son équipe. Oui, de la team Gomes, avant qu'ils aient un peu refait les équipes. Il sait faire jouer les autres, mettre les autres en lumière, mais il est assez flashy aussi. Donc, j'ai choisi Jean. C'est parfait. Jean Montero, Dylan Terry et A.J. Griffin. on leur souhaite d'être un destin à la Indiana Jones. À la Han Solo, je sais pas, mais à la Indiana Jones, c'est sympa quand même. Messieurs, merci. C'était notre podcast sur Harrison Ingram. Vous pouvez aller voir sa fiche sur envergure.co. Évidemment, il y a un scouting report. Y en a-t-il un? Oui, il y en a un. Bien sûr, écrit par Julien ici présent. Et puis, vous pouvez aller voir tous les autres scouting reports. On en a plus de 70, je dirais, sur les potentiels draftés cette année. Et ça va encore se remplir dans les semaines à venir. Donc voilà, on vous donne rendez-vous en podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube si vous regardez sur YouTube. Et allez voir nos autres vidéos. À vous abonner également à Twitch avec le stream tous les vendredis soirs animé par Hugues ici présent. Yes, I. Merci à tous et à très bientôt sur Envergure. Ciao, ciao. Ciao. Salut.